Alors nous sommes toujours en direct du Palais des Congrès de Barcelone, au cœur du Sonar Plus 10, le salon professionnel du Sonar Festival, qui est dédié cette année donc à la créativité, à la technologie et au business. Parmi les questions posées par le Sonar Plus 10 sur le futur de la culture, nous avons cette année donc une question posée sur le futur des expériences en réalité augmentée dans l'audiovisuel, et notamment donc la réalité virtuelle. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Raphaël. Bonjour Paul. Bonjour. Donc Paul, vous êtes artiste, vous êtes cofondateur et directeur de la création des studios Félix et Paul, Félix et Paul Studio. Donc vous travaillez sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre travail et nous raconter un peu l'histoire des studios Félix et Paul? Certainement. Donc, Félix et moi, on travaille ensemble depuis presque 14 ans. On a commencé en cinéma, puis on a évolué à travers toutes sortes de formes de storytelling immersif, donc des installations interactives, même des shows live comme avec le Cirque du Soleil. Et éventuellement, il y a à peu près 5 ans, on a découvert la réalité virtuelle qui était comme dans sa deuxième vague avec la sortie du casque Oculus Rift. On est complètement tombé amoureux de ce médium juste en voyant les quelques démos qui avaient été faits à l'époque. Il n'y avait rien encore qui avait été fait en termes de captation cinématographique dans la réalité virtuelle, mais on s'est dit si on trouvait une façon de faire ça, ça serait absolument incroyable. Donc, on a commencé à développer une caméra, du software pour faire marcher ça, et on s'est mis à faire des tests, et éventuellement une première expérience qui était Strangers with Patrick Watson en réalité virtuelle. Donc, ça, c'était il y a 5 ans, et depuis, on a continué à pousser la technologie et pousser notre compréhension du médium de storytelling en réalité virtuelle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la réalité virtuelle, en gros, c'est n'importe quel contenu qui est consommé à l'intérieur d'un casque de réalité virtuelle. Donc, c'est un casque qui met le spectateur en immersion totale. On peut regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. On est à l'intérieur d'un film ou d'un jeu ou d'une application. Nous, on se concentre vraiment sur le storytelling en réalité virtuelle et plus récemment aussi en réalité augmentée et réalité mixte. Donc ça, c'est un peu l'inverse de la réalité virtuelle. Donc au lieu de prendre le spectateur et de l'amener dans un autre monde, on peut prendre des éléments d'un autre monde et les amener dans la réalité. Donc on peut être dans son salon et voir un éléphant qui n'est pas là. Et plusieurs personnes peuvent voir cet éléphant d'un angle différent. Donc ça, c'est un peu la différence entre les deux médias. Et alors, vous parlez de storytelling et de réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez le storytelling et la réalité virtuelle, justement? Donc, à la base, je pense que venant d'un background en cinéma, ça a pris vraiment une période d'adaptation, en fait, de désapprentissage du langage cinématographique, en fait. Donc, je pense qu'on est, en tant qu'artiste et en tant que culture, on est vraiment habitué à la manière qu'une histoire est racontée dans un film. Alors que quand on prend un spectateur et on le met à l'intérieur d'une expérience, tous les codes cinématographiques ne sont plus nécessairement applicables. Donc, c'était vraiment, on a dû faire table rase de tout ce qu'on savait. Ça, on l'avait commencé avant de commencer à faire de la réalité virtuelle. Donc, quand on travaillait en design d'installations immersives et les live shows. Mais vraiment, en réalité virtuelle, c'est vraiment un médium en soi. Et à la base, ce qu'on a, c'est un spectateur qui est à l'intérieur d'une expérience. Et c'est la première question qu'on se pose dans n'importe quelle expérience, c'est qui est le spectateur et qu'est-ce qu'il fait là dans cette expérience? Et des fois, la réponse, c'est le spectateur est lui-même, surtout dans les expériences de documentaires qu'on a fait dans le passé. Et des fois, on donne un rôle au spectateur, comme dans une expérience qui s'appelle Miyubi, dans laquelle on a mis le spectateur dans le corps d'un petit robot japonais en 1982. Donc, la réponse à cette question peut être très, très différente, dépendant de l'expérience. Et à partir de là, on veut vraiment faire vivre au spectateur une expérience de présence, d'immersion. Et la façon qu'on raconte une histoire dans un état de présence et d'immersion est très différente que dans un film. Donc, on
on va vraiment prioriser des plans beaucoup plus lents. On va mettre la caméra dans une position qui a du sens pour mettre une personne. Donc, on pense souvent à notre caméra comme une personne et non simplement une caméra. On va faire très attention à comment on bouge la caméra et pourquoi on bouge la caméra, comment est-ce qu'on justifie un mouvement de caméra alors qu'au cinéma, c'est beaucoup plus facile de faire à peu près n'importe quoi avec la caméra. Alors ça, c'est juste quelques questions qu'on doit se poser quand on fait une expérience cinématographique de réalité virtuelle. Et alors tout à l'heure, vous animez une conférence sur le futur de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est aujourd'hui et quel est le futur, où on en sera dans 10 ans dans la réalité virtuelle selon vous? Difficile de dire dans 10 ans. Donc, ça fait 5 ans maintenant qu'on fait ça. Donc, on a vu vraiment l'évolution du premier casque de développement d'Oculus Rift à ce qui maintenant pointe vers des casques, même des lunettes qui probablement vont pouvoir faire la réalité augmentée et mixte et la réalité virtuelle tout en un. Donc, c'est vraiment cette technologie-là qui va, d'après moi, être un point tournant dans l'évolution de la réalité virtuelle et la réalité augmentée en termes d'adoption du public. Donc, je pense qu'une fois qu'on peut mettre une paire de lunettes qui est légère et qui n'est pas... comment dire, qui ressemble pas à des goggles d'exploration spatiale. Une fois que c'est quelque chose qu'on peut porter tous les jours et qui vraiment devient un outil nécessaire, donc ça a vraiment le potentiel de remplacer nos téléphones, nos laptops, même nos télés. Et c'est vraiment là que, je pense, c'est là que sera le point tournant. D'ici là aussi, je pense que notre compréhension du médium, le type d'expérience qu'on va faire, donc jusqu'à présent, la majorité de nos expériences sont des expériences filmées et relativement linéaires, donc comme du cinéma immersif. Mais on explore et on développe aussi beaucoup d'expériences interactives et, comme je disais plus tôt, aussi dans la réalité augmentée et réalité mixte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a pris du temps à adopter, mais je pense qu'on voulait vraiment avoir une fondation solide sur laquelle, donc une fondation solide et une compréhension solide de l'immersion, du storytelling d'abord linéaire, et à ça, on ajoute les complications de l'interactivité qui vraiment, une fois que tu permets à un spectateur d'interagir dans une expérience, le niveau de complexité et le potentiel de briser une expérience, autant que ce soit d'un point de vue de l'immersion, de l'histoire, ou même d'un point de vue technique, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Alors là, on est vraiment à un point où on est confiant et très, très, très excité d'explorer l'interactivité et la réalité augmentée. Et ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire des expériences cinématographiques linéaires. Je pense qu'il y a un beau et long futur à ces expériences aussi. Je vois plus ces expériences-là comme l'évolution du cinéma et les expériences interactives et de réalité augmentée comme une tangente ou comme quelque chose, comme un autre type de nouveau média. Je les vois comme assez reliés, mais quand même assez différentes. Pas les mêmes usages et pas les mêmes, les mêmes sensations. Est-ce que la réalité virtuelle apporte vraiment quelque chose de plus? Est-ce qu'on peut ressentir des choses impossibles à ressentir avec le linéaire quand on utilise la réalité virtuelle? Donc, je pense que la grande différence qui vient avec l'immersion, c'est que au cinéma, d'habitude, disons que la plupart des films, le focus est sur l'action. Donc, on essaie de couper le plus de gras possible et de garder juste la perle de tout moment. Et vraiment, on enchaîne tous ces moments-là, un après l'autre, et on raconte une histoire. C'est pas vrai de tous les films, mais c'est la tendance de la plupart du cinéma. En réalité virtuelle, premièrement, c'est pas idéal de couper ou d'avoir ce même rythme effréné que dans le cinéma. Et ce qui pourrait être perçu comme une limitation, mais en réalité, ce que ça permet de faire, c'est que la réalité virtuelle est comme une loupe sur un moment. Donc, on peut rester dans une scène pendant 5 minutes sans couper et chaque geste, chaque détail de la scène est vraiment amplifié. C'est un peu comme si
on mettait une personne dans un état d'éveil augmenté parce que, bon, chacun a son niveau d'attention dans la vraie vie, à quel point quelqu'un est présent, à quel point quelqu'un est distrait. Mais quand quelqu'un est en train de faire une expérience, que ce soit un film ou une expérience de réalité virtuelle, on est dans un état psychologique d'attention élevée parce qu'on sait qu'on est en train de se faire présenter quelque chose. Il y a quelqu'un, un réalisateur ou un artiste qui a décidé de filmer et de présenter quelque chose, alors on est plus attentif. Donc, en réalité virtuelle, c'est très intéressant parce que la réalité virtuelle ressemble beaucoup à la réalité. Alors, quand on est dans cet état d'éveil augmenté, dans un environnement qui ressemble à la réalité, ça, à mes yeux, ça ressemble beaucoup à un état méditatif ou de contemplation élevé. Et je pense que ça peut avoir un effet vraiment assez profond sur les gens. Donc, l'histoire qu'on raconte ou la scène qu'on présente peut avoir un impact, d'après moi, si tous les morceaux viennent ensemble comme il faut, qui est assez puissant et probablement à un niveau que le cinéma ne peut pas nécessairement atteindre. Dans all other things being equal, là, je pense que la réalité virtuelle peut pousser l'impact émotionnel plus loin que le cinéma. En dehors du temps. Pour terminer, je voudrais vous poser une question un petit peu sur votre aventure entrepreneuriale avec les studios Félix et Paul. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le développement? Est-ce que ça a été compliqué de développer votre activité sur cette technologie innovante, enfin de contenu innovant? Donc, on a commencé il y a 5 ans. Donc, c'était vraiment avant la vague d'optimisme et de hype de la réalité virtuelle. On venait juste de développer notre première caméra, nos premiers tests. Et on avait des ambitions de bâtir une équipe, continuer à développer notre caméra et surtout pour développer du contenu. Félix et moi, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Le tout est nécessaire, mais au final, c'est le contenu qui compte. Alors, on a essayé de lever du financement et surtout aux États-Unis, à Silicon Valley, et tout le monde nous disait vous voulez lever du financement pour un studio, mais vous devriez lever du financement pour être une compagnie technologique et vendre des caméras ou le software. Mais c'est pas ça qui nous intéressait. Alors, on a continué à chercher. Finalement, on a trouvé du financement chez nous, à Montréal. Donc, Phoebe Greenberg, le Centre Phi, qui ont été nos premiers investisseurs. Et vraiment, ce que Phoebe nous a dit à l'époque, c'est « Je sais pas où vous allez avec ça, mais je le supporte. » Il y a quelque chose là qui m'a l'air d'être vrai et d'être intéressant. Et donc, gros merci à elle, parce que c'est ça qui a été notre vrai kickstart. Après ça, on a commencé à... Donc, on a rapidement développé une relation avec Oculus, avant même qu'il soit acquis par Facebook. Évidemment, quand Facebook a acquis Oculus, ça a créé beaucoup d'enthousiasme pour la réalité virtuelle. Donc, ça nous a donné un gros momentum aussi. Mais nous, on avait vraiment commencé notre studio à l'époque où il n'y avait pas vraiment cet énorme engouement pour la réalité virtuelle. Donc, notre plan d'affaires, si tu veux, n'était pas de grandir à une vitesse, à la vitesse de l'éclair et de take over the world in 2 years. C'était vraiment pas ça. C'était vraiment un plan à long terme. Donc, éventuellement, dans notre développement, il y a eu un gros spike d'enthousiasme et c'était vraiment cool. C'était vraiment un moment où, oui, on a pu accélérer les choses. Mais le fait est que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est quelque chose qui va prendre du temps, vraiment, vraiment pour atteindre les masses. C'est trop fondamentalement différent de n'importe quoi pour qu'on puisse, en 2, 3, 4 ans, que tout le monde l'adopte et que tout ce qu'on est habitué à faire aujourd'hui avec nos téléphones et nos laptops soit adapté. Et au niveau de l'art du cinéma en réalité virtuelle, ça a pris des décennies pour que le cinéma atteigne un niveau de maturité.
Et ça va prendre du temps aussi pour la réalité virtuelle, donc ou le storytelling en réalité virtuelle et tout ce que ça peut devenir au niveau interactif aussi. Donc, et ça, c'est sans mentionner les applications et à quoi va ressembler Facebook en VR ou YouTube ou toutes ces plateformes qu'on est habitué d'utiliser à tous les jours aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est une vision à long terme. Quand est-ce que tout le monde aura un casque? C'est trop difficile à dire, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a l'air inévitable. Je ne pense pas que c'est concevable que dans 5 ou 10 ans, qu'on soit encore en train de regarder des petits rectangles, des images planes sur des petits rectangles ou des rectangles de différentes grandeurs, alors qu'on peut maintenant vraiment vivre une expérience numérique qui ressemble à notre réalité. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un upgrade clair et je vois aucune raison pour laquelle on retournerait en arrière. Donc, on est vraiment au tout début. Merci beaucoup, Paul, pour d'être venu sur le plateau média. C'est un plaisir. Donc, vous animez tout à l'heure une conférence qui aura lieu à 4h30, il me semble. C'est ça. Voilà, donc pour ceux qui sont au Sonar, on vous invite à aller suivre votre conférence. Bon Sonar et à très bientôt. Merci, merci.